La Jazette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, bienvenue à votre podcast que j'appelle aussi mon journal intime en ligne, la Jazette Incognito. Léon Dertal au micro et je vais vous lire les notes aujourd'hui que j'ai écrites sur mon papier. Donc ça va comme suit. Anxiété sociale. Bon, fait que ça c'est fait. Astar développe là-dessus, maudit épais. Hein? Vulnérabilise-toi. Non, mais c'est vrai. C'était ça la règle au départ. Rends-toi vulnérable. Et je m'étais dit, ceci est comme un défi. À combien d'épisodes vas-tu te rendre si tu en fais plus qu'un ou deux? Et cet épisode-ci est mon 20e. Et c'est pas des blagues, la seule note que je me suis pris, c'est anxiété sociale. Et j'adore le fait que, d'ailleurs, tu sais, je lis pas des papiers, mais je lis pas des feuilles comme à Radio-Can. Tu sais, on le sent là, qu'ils lisent des papiers. Puis tu sais, souvent, ils sont dérangés par 2-3 écrans. Puis ça bafouille, mes amis, ça bafouille. Oh! Ça bafouille pas parce qu'ils ont pas de talent, pas parce qu'ils sont des mauvais... narrateurs, c'est pas ça, c'est que ils sont déconcentrés par 1 million d'affaires. Oups, la pub s'en vient, oups, il y a quelque chose sur l'écran qui vient de popper. C'est comme certains podcasts aussi en ligne qui ont des portables qui sont tout le temps en train de regarder, et là, ils parlent. Et là, oups, à un moment donné, ils arrêtent de parler parce qu'ils ont vu quelque chose dans le chat ou je sais pas. Personnellement, c'est quelque chose, moi, que je n'ai pas. J'ai rien. La seule chose que j'ai dans ma face en ce moment, c'est mon écran, oui, sauf que la seule chose que je vois dessus, c'est mes fréquences quand je parle. Juste pour regarder si l'enregistrement marche. C'est tout. Et j'ai mon micro d'en face. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et mes notes avec 2 mots dessus. Anxiété sociale. J'avais envie de parler de ça. Je ne sais pas trop comment aborder le sujet, mais je trouve qu'il y a un lien avec le podcast précédent que j'ai fait, mon épisode 19, où je parle de ma chronologie avec les années de ma dépendance au cannabis, et je trouve que le lien est direct. Dans mon cas, parce que je parle toujours pour moi, mais je pense que c'est quelque chose qui est répandu, la consommation de cannabis, pour moi, chez beaucoup de gens, j'ai l'impression que c'est relié à c'est des gens qui vont s'isoler souvent. Donc, des gens qui ont des problèmes de consommation, particulièrement de cannabis, vont être chez eux seuls à gamer avec une lumière, des stores fermés. Bon. Et personnellement, moi, c'est comme ça que j'ai été pendant des années. Et comme depuis, je dirais, peut-être, depuis toute ma vie, mais depuis peut-être 3 ans plus intensément, je cherche des réponses à mes comportements et à mes raisons d'agir d'une certaine façon ou ma façon d'être dans la vie. Et je pense que dans mon cas, le fait d'avoir arrêté ou même depuis quelques années, beaucoup diminué ma consommation de cannabis pour finalement, il y a quelques mois, arrêter complètement et définitivement, j'en ai l'impression. On peut pas parler pour le futur, mais je suis beaucoup plus tenté d'aller vers les gens et de faire des sorties, de faire des activités. Le mot activité a toujours été un mot que j'ai détesté parce que dans ma tête à moi, activité, c'est comme, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'une activité, ça annonce rien de le fun. C'est quelque chose qu'on fait justement pour se déculpabiliser, de s'écraser à la maison et d'écouter Netflix. Dans mon cas, c'est pas Netflix. Moi, je n'ai pas de télévision, je n'ai aucun abonnement au câble, ni à Netflix, ni à Disney, ni à Amazon Prime. Je n'écoute presque rien, mais je dis bien presque,
Parfois, je vais écouter peut-être une série que je vais clencher. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Ceci dit, pour moi, l'anxiété sociale, c'est depuis que je suis jeune que c'est, puis-je dire, un de mes défauts. Chaque défaut peut être une qualité, dans le sens où, quand j'étais jeune, je me rappelle, moi j'ai un frère, et on avait un carré de sable dans la cour. Et on faisait comme une ville dans le carré de sable. Et puis là, parfois, je me rappelle, mon frère qui invitait un ou deux de ses amis, et là, il venait dans le carré de sable, et je n'aimais pas ça. J'avais l'impression qu'il détruisait ce qu'on avait construit. Ça, tu sais, souvent, ça connectait pas. Ils voyaient pas ça comme ça. Eux autres, jouer dans un carré de sable, c'est creuser un trou, le remplir, faire une butte. Bon. Et moi, j'étais, non, 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 on a une compagnie, on a une vraie compagnie, et c'est des vraies rues. Puis moi, je fabriquais des vraies rues avec de la glaise pour qu'ils soient vraiment durs. Et bon, c'est important pour moi qu'il y ait de quoi qui semble réel. Et là, j'avais l'impression que quand des intrus arrivaient dans ce fameux carré de sable-là, ils venaient détruire tout et ils n'avaient pas la même attitude que nous, la même façon de voir ça. Parce que pour moi, c'était pas un amusement, c'était un travail. Ça, c'est très jeune. Plus tard, quand j'étais en couple, euh, je me rappellerai toujours que je suis certain que je suis pas le seul au monde, mais les amis de ma blonde me tapaient ses nerfs. J'avais l'impression, je me disais tout le temps, comment ça que c'est juste ce monde, ce genre de monde-là, ses amis, des genres des filles, ben c'était souvent des filles, bon, qui parlent trop fort, puis ça sac, puis ça, c'est dérangeant, puis j'avais tout le temps cette impression-là d'être dérangé, et est venu le moment où j'ai eu une discussion avec mon ex-blonde pour lui dire, écoute, tu sais, on est tous les deux chez nous ici, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un, tes amis qui vient, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas vivre ce sentiment-là. Et c'est difficile d'aborder ce genre de discussion-là parce que tu veux pas sembler être le contrôlant, etc. Et j'ai fini par me dire avec le temps, bon, peut-être que je suis pas fait pour vivre avec quelqu'un. Ça, c'est il y a longtemps. Ça, c'est il y a plus de 15 ans. Avec le temps, je me suis rendu compte en faisant d'autres rencontres que c'est possible de connecter avec une personne et c'est possible aussi de travailler sur comment on est dans la vie et de qui on s'entoure. C'est dur de tracer une ligne pour un anxieux social entre j'aime être seul et j'ai un problème avec le fait que j'ai une anxiété sociale. Donc, cette ligne-là est hyper dure à tracer, encore plus si tu es dans la consommation de cannabis à côté, parce que ça va juste accentuer ton goût d'être seul. D'un autre côté, certains vont dire, et ça, moi j'en suis le premier, moi je suis quelqu'un que je ne souffre pas de solitude, je suis en amour avec, je suis en amour avec la solitude depuis mon tout jeune âge. Donc c'est un trait de caractère clairement, mais qui peut devenir une maladie, qui peut devenir un des plus gros défauts ever. Et j'ai rencontré des gens dans ma vie, moi, qui sont incapables d'être seuls, incapables de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Faut qu'il y ait des amis, des amis, des amis, des dizaines d'amis. 2 fois par semaine, c'est la réunion entre amis. Ça prend des brosses, même que ça fait des substances. Ils ont du fun, mais il y a comme une raison pour moi qui est aussi pire que la mienne d'avoir un besoin d'être entouré que moi j'ai un besoin de me retrouver dans ma bulle. Et quand on chemine dans la vie, on essaie juste de comprendre que les extrêmes sont toujours à fuir. C'est ce que je pense. Je suis pas psychologue, comme je le dis souvent, mais je lis beaucoup et j'ai l'impression que d'un côté ou de l'autre, l'extrême est toujours à fuir. Donc, la personne qui veut tellement toujours être entourée, il y a un problème, j'ai l'impression, c'est un extrême, il faut travailler ça, retourner vers le centre. La personne, et je me situe dans cette gang-là, qui passerait sa vie sur une île déserte,
c'est une autre extrême, c'est l'autre extrême de l'autre côté du spectre, c'est aussi un problème. Donc, c'est de dire, il faut travailler ça. Et il y a une autre chose dans mon cas qui est particulière dans la façon de le vivre depuis toujours. C'est que tu as toutes sortes d'anxiété sociale très, très différentes et éloignées les unes des autres. Moi, personnellement, mon anxiété sociale, de la façon que moi je la décrirais, c'est de dire que c'est dans l'appréhension de la rencontre d'humains. Et ça veut pas dire que c'est des humains que je n'ai jamais rencontrés. Moi, si je sors de chez nous et que je vais voir, exemple, on va dire, une personne proche de moi que je connais depuis belle lurette, j'ai quand même une certaine petite anxiété, beaucoup plus petite que si je m'en vais rencontrer des humains que je n'ai jamais rencontrés. Mais quand même, c'est là. C'est dans l'appréhension du moment. Ce qui est bizarre, et on me l'a souvent fait remarquer, c'est que je suis la personne, je pense que je connais au monde, qui se débrouille le mieux socialement parlant. C'est-à-dire qu'une fois que je suis parachuté sur le terrain, que ce soit dans un nouvel emploi, que ce soit, mettons, quand j'arrive dans une rencontre et là, il y a des humains que je connais pas, que ce soit, exemple, en entrevue, quand je vais passer une entrevue pour un emploi, exemple, je suis le gars qui se débrouille tellement bien, je l'ai l'affaire. Le côté communication, le côté aussi d'oser l'écoute, d'oser aussi le ton, pas trop parler, mais pas non plus rester trop silencieux, c'est quelque chose que je maîtrise extrêmement bien. Et pourtant, je me considère un gars qui est extrêmement anxieux socialement, mais je le répète, c'est dans l'appréhension de la rencontre de d'autres humains. Et il y a certaines rencontres qui me stressent pas du tout, ou pratiquement pas. Si je vois, exemple, chez mon père, ça me stresse pas du tout. J'ai même hâte d'arriver, j'ai hâte d'y jaser ça. Parce que une des raisons, c'est que, et ça, certains humains trouveraient ça très plate peut-être, mais je sais exactement où je vais être assis, je sais exactement où il va être assis, je sais qu'il n'y aura pas trop de lumière, je sais qu'il n'y aura pas trop de bruit, je sais que ça va être calme, je sais que ça va être de la détente. Même si on a de grandes discussions, ça va être quand même de la détente. Je n'aurai pas non plus à avoir de la retenue ou quoi que ce soit, ou à avoir un filtre. Je peux être moi-même, me laisser aller. Donc, c'est certains humains feraient comme faut que j'aille voir mon père, faut que j'aille voir ma mère, peu importe. Ben moi, dans les deux cas, c'est des fois où j'ai hâte d'être là parce que je sais que je sais exactement où je vais être, à peu près comment ça va se passer. Et la plupart des humains diraient, mon Dieu que c'est plate. Pas pour moi, tu sais. Pour moi, c'est quelque chose qui est toujours un plaisir. Parce que autant ma mère que mon père, c'est des gens qui sont le fun à discuter. Il n'y a pas de malaise vraiment, honnêtement. Et donc, je sais qu'il y a une aisance. Donc, ce genre de rencontre-là, et c'est pareil pour beaucoup d'autres personnes dans ma vie, avec qui je vais avoir hâte, parce que je le sais que ça va être le fun, je sais qu'il n'y a pas de tabou, mais il y a énormément de rencontres que je fais dans ma vie où là, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas le choix de jouer un rôle pour ne pas créer de malaise, si on veut. J'étais un gars qui aime ça parler, moi. J'étais un gars qui adore y aller avec mes opinions, puis bon, amener des arguments. Mais parfois, et surtout au niveau professionnel, je n'ai pas le choix de jouer un rôle, si on peut se dire, parce que sinon, je me décrédibilise et c'est comme si j'avantageais l'adversaire, si on veut. Au niveau professionnel, quand tu travailles avec des gens 40 heures semaine, tu n'as pas choisi ces gens-là autour de toi. Et dans ce cas-là, c'est aussi un autre type de relation sociale que je maîtrise extrêmement bien. Mais là,
c'est un rôle que je joue. C'est un rôle que je joue. Je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas le gars qui aime parler puis qui aime donner ses opinions. Je me retiens énormément. Énormément. Je vais souvent utiliser la stratégie de leur dire ce qu'ils veulent entendre pour les mettre à l'aise parce que ce que ça fait, c'est que ça fait une relation de travail pour moi qui est beaucoup plus facile à gérer que si avec tes collègues de travail, tu leur dis toujours ta façon de penser, moi je ferais ça de même, t'es dans le champ, moi je suis correct, toi t'es pas correct, peu importe. J'essaie toujours d'être le plus neutre possible. Mes opinions politiques, mes opinions sur la plupart des choses dans la vie, et j'ai des opinions sur tout, même si je ne suis pas un scientifique, un professionnel, on a le droit d'avoir des opinions quand même, ou juste de se questionner sur certains sujets, mais au niveau professionnel, je ne le fais pas, ou je ne le fais plus en tout cas, parce que j'ai appris ma leçon. Donc, ce que ça fait, c'est qu'avant d'aller travailler, je suis infiniment moins stressé d'aller faire face à ces gens-là, parce que je sais très bien qu'avec le temps, eux, leur vision de moi, c'est « Ah, lui, il est tranquille, il déplace pas trop d'air, bon, il fait sa job, c'est un bon travailleur, parfait. » Donc, je sais que il y a personne au travail qui va m'attendre avec une brique et un fanal. Donc, moi, je suis le gars sympathique qui joue ce rôle-là au travail. Et je trouve que c'est la chose la plus payante qu'un humain puisse faire. C'est pas la place pour les opinions. Honnêtement, ça, c'est ce que je pense. Mais ceci dit, comme je disais, il y a plusieurs types d'anxiété sociale. Il y a aussi des gens qui le vivent, si je peux se dire, carrément à l'envers, dans le sens où ils font de l'anxiété sociale parce qu'ils ont vécu beaucoup de rejets. Des gens qui ont souvent essayé d'aller vers les autres et qui se font toujours repousser ou souvent repousser, finissent par perdre confiance en eux-mêmes, en leur pouvoir de communication ou d'être humain, en leur charisme, perdent confiance. Ils se disent que j'ai pas de charisme, moi les humains, j'ai vécu tellement de rejets que ça devient comme un pattern, ça devient comme quelque chose qui est standard pour eux dans leur vie et ils vont finir par baisser les bras, rester chez eux. J'ose même pas imaginer cette personne-là, exemple, qui fait du télétravail et qui est complètement isolée. Donc là, plus les années avancent, plus ils s'éloignent des autres humains. Et ça, c'est pas mon cas. Parce que moi, dans mon cas, je suis incognito, donc ceux qui vont dire ah, regarde-le, il se vante, je peux faire ce que je veux, personne ou presque sait qui je suis et c'est ce que je voulais parce que je peux être justement, je peux avoir beaucoup moins de filtres, mais dans mon cas, c'est le contraire dans le sens où j'ai l'impression que dans la vie, j'ai l'impression que les gens qui me connaissent pas et qui vont me connaître pour, mettons, ils viennent de me connaître, que ce soit justement des nouvelles personnes dans ma vie, des rencontres que je fais au niveau professionnel, les gens, ou même aller en date, pour moi, j'ai l'impression que 95% du temps, j'attire les gens vers moi. Mais je reste un anxieux social et ma confiance globale en l'être humain est très, très basse. Donc, moi, j'ai eu souvent, dans mon cas, dans ma vie, à repousser des humains. Moi, c'est moi qui pratique le rejet envers les autres. C'est une impression que j'ai. Peut-être que dans mes jeunes années, ou peut-être au secondaire, oui, j'ai peut-être vécu peut-être un petit peu de rejet, mais j'ai pas l'impression que j'ai un trauma qui vient de ça. Plus les années ont avancé, plus je me suis rendu compte que, hey, mon Dieu, j'attire du monde, j'attire le monde parce que je suis sympathique, je suis ouvert, je suis calme. Peut-être juste ce que j'émane. Même les animaux viennent vers moi. Les animaux qui sont un peu sauvages, les animaux qui aiment moins les humains, les chats, les chiens qui sont un petit peu antipathiques aux humains, vont venir vers moi. Je l'ai souvent vécu. Je me rappelle d'un petit teckel, un petit chien teckel
que sa propriétaire m'avait dit, il a peur des hommes. Il a sûrement vécu quelque chose avec un homme ou plusieurs hommes qui a fait qu'il a compris que les hommes, c'est méchant. Et on est à une... tu te rencontres entre amis dans une cour, on se fait un feu et la fille arrive avec son petit teckel. Puis je le trouve tellement cute. Écoute, je suis en amour avec, tu sais. Et ma façon, moi, d'approcher un animal, c'est de lui laisser sa bulle. Je ne serai pas toujours après, mais tranquillement, je sais pas comment, mais je vais susciter sa curiosité et il va avoir comme... Sa curiosité va gagner sur justement son côté antisocial ou le fait qu'il aime pas les hommes ou quoi que ce soit. Et je me rappellerai toujours, j'avais été aux toilettes en dedans dans la maison, il faisait noir, et j'étais revenu des toilettes avec le teckel dans mes bras. Et le teckel, il jappe pas, il se débat pas. Je reviens des toilettes et là, je vois sa propriétaire me regarder. Le petit teckel, il est dans mes bras et ma façon de le prendre, il est confortable aussi. Il y a ça aussi. Et là, il fait juste me regarder. Il me regarde, puis il a vraiment l'air à triper. Et, à un moment donné, il commence un petit peu à se débattre. Je l'ai juste mis à terre. Et là, toute la soirée, il vient me voir. Je le flatte un petit peu, il repart, il revient. Je lui ai laissé venir vers moi. Je lui ai laissé sa bulle. Je l'ai laissé décider. Et ça, pour un animal qui est anxieux socialement, c'est winner. Et elle m'a dit, la fille, elle dit, j'ai jamais vu mon teckel, même pas aller vers des femmes comme il a été vers toi. T'es le seul homme que mon teckel accepte. Moi, j'ai fait, je sais pas, moi, pourquoi, ou peu importe. Mais les animaux, les chats aussi, j'ai déjà, tu sais, des fois, tu vas chez des gens et là, ouais, mon chat, approche-les pas. Je dis, OK, je l'approcherai pas, mais c'est lui qui vient vers moi. Et s'il vient vers moi, je vais le laisser venir vers moi. J'aime les animaux. Donc, je me rappelle d'une grosse chatte un peu obèse et puis là, je m'assis sur le divan. La chatte, elle saute sur le divan, elle se couche collée sur moi, là. Puis là, elle ronronne. Je l'ai même pas flatté encore. Et là, sa propriétaire, parce que c'était encore une fille, elle n'en revient pas. Et même que, ça, c'est quelque chose qui est bizarre. J'avais senti chez la fille une mini jalousie. Une mini. Parce que elle est comme, c'est quoi que tu lui fais? Puis moi, je suis pas quelqu'un qui tu sais, en anglais, on dit braguer, là. Je suis pas quelqu'un qui se vante, puis je l'ai gardé pour moi, mais j'avais le goût de dire à la fille, mais c'est ça. Moi, je suis le contraire des humains repoussants. Moi, je suis un aimant. Les gens ont le goût de venir vers moi, même les animaux. Pourquoi? Parce que dans ma façon d'être, il y a un laisser-vivre aussi, il y a une ouverture, il y a un côté peut-être même relaxant que j'ai, malgré le fait qu'en dedans de moi, je brûle d'énergie. J'ai vraiment l'impression que dans moi, ça je sais que je l'ai déjà dit, mais il y a comme naturellement une drogue excitante, là, une drogue qui me rend, qui me donne de l'énergie naturellement, qui se libère en moi. Comme si c'était de la cocaïne, mais sans que j'en fasse. J'ai pas besoin d'en faire. Donc, nul besoin de vous dire d'ailleurs que je l'ai essayé peut-être 2-3 fois dans ma vie il y a très très longtemps. Mauvaise affaire. Mauvaise affaire. Me viré en rond comme un tigre dans une cage. C'est pas... je me sentais pas bien. J'ai fait, OK, non, c'est pas pour moi. C'est pas de ça que j'ai besoin. Et c'est là, justement, où est-ce que j'ai compris pourquoi que j'étais très 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 fonctionnel en consommant du cannabis, que ce soit dans une classe de cours à l'école, peu importe, ou même dans un emploi, le cannabis faisait juste descendre un petit peu cette espèce d'excitation intérieure-là que j'ai. Mais aujourd'hui, je le brûle d'une autre façon. Je fais de l'exercice, j'essaie de brûler des calories beaucoup, et ça fait sensiblement la même chose, mais sans que je devienne les yeux bien rouges et que je sois dans ma tête à angoisser sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, parce que c'est ça que ça me faisait aussi le cannabis, hein. Qu'est-ce qu'il y a après la mort, pourquoi, à un moment donné, les organes, à un moment donné, j'en ai fait des bad trips sur le cannabis, là. Les organes internes, qu'est-ce que, mon Dieu, comment ça se fait que ça s'est créé seul, puis bon, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, pourquoi on est là, serait-ce possible qu'on soit ici juste pour
transformer l'air en CO2, déféquer ce qu'on mange pour transformer la matière. Et là, tu sais, c'est ça que ça me faisait. À un moment donné, je peux comprendre qu'une personne développe des maladies mentales à force d'aller dans ces zones-là. Je pense pas que c'est le cas pour moi. Je discutais avec une de mes amies récemment et on se posait la question, parce qu'elle m'observe, elle me dit: est-ce que c'est possible que tu sois TDAH? Et là, on se pose juste la question, et parce que oui, j'ai un cerveau qui pédale, là, comme un hamster dans son espèce de roue là, qui court. Là. Oui, ça c'est moi, mais je le vis très, très intérieurement. Ça paraît pas tant extérieurement. Fait qu'elle me regarde, puis là, elle me dit: mais quand je parle, tu m'écoutes vraiment, t'entends vraiment ce que je dis. Si un oiseau qui passe, ça te déconcentrera pas. Si un maringouin qui passe non plus, ça te déconcentrera pas. Tu perds pas le fil. Elle dit: la plupart des TDA, H pour hyperactivité, que je n'ai pas non plus extérieur. Elle dit, tu sais, un TDA, le trouble d'attention, elle dit, c'est pas toi du tout, tu sais. Et là, à un moment donné, tu sais, on parle de ça, puis moi, j'adore, tu sais, discuter de psychologie et tout. Puis si c'est moi le sujet, tant mieux, tant pis, je m'en fous. Alors, j'ai dit: est-ce que c'est normal? Je peux-tu, en 2024, être normal? Est-ce que c'est une possibilité que je n'ai pas de TDAH? Est-ce que c'est une possibilité que je puisse être normal? Parce que la nouvelle normalité, c'est d'être diagnostiqué absolument de quelque chose, là, on dirait, là. C'est comme ça la nouvelle tendance, là. J'ai juste posé la question: ça se peut-tu que j'aille juste rien? Que je sois juste normal? Un humain normal qui gère bien son hyperactivité intérieure. Ce qui fait que je ne l'expose pas beaucoup extérieurement parlant. Vous m'écoutez parler, là, ça se sent que j'ai un certain... comment je pourrais dire? Un léger surplus d'énergie. Je l'ai, oui. Mais il y a moyen de le canaliser, de le gérer, et c'est ça. Et il y a un lien direct avec l'anxiété sociale, parce que moi... Un de mes gros problèmes socialement, c'est pas le fait que j'ai peur de mal paraître ou quoi que ce soit. C'est souvent que j'ai juste hâte de retourner chez nous, travailler sur mes choses, faire mon podcast, faire du montage vidéo, jouer un petit peu à mon jeu de cartes, là, Hearthstone. Je joue un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu à ça. Je m'emmerde socialement souvent, je m'emmerde rapidement, parce que les humains, c'est rare que je vais en trouver avec qui ça va connecter, avec qui il va y avoir une certaine chimie. Donc, je m'emmerde. C'est pas que c'est des mauvais humains, c'est pas que je les trouve pas intelligents, c'est pas ça. C'est que je m'emmerde. Je m'emmerde littéralement. Donc, j'ai hâte de retourner chez nous. Et là, oui, j'ai peur que si je dis, bon, ben moi, je vais y aller, j'ai peur qu'ils se disent, ben, on sait bien, lui, hein, il s'emmerde avec nous autres. Parce que moi, ça peut arriver des fois, tu sais, t'arrives dans un party, là, puis il n'y a même pas 5 minutes de passer, t'as déjà hâte de partir. Ça, c'est moi. C'est souvent moi. Ou tu vas aller dans un party et tu vas sticker toute la veillée, tu vas rester toujours avec les trois mêmes personnes parce qu'avec eux autres, tu t'emmerdes pas. Et là, t'as toujours quelqu'un qui viendra: hey, ça vous tente-tu de vous mêler au monde? Non. Tu as le goût de répondre non. Parce que le 95% du monde qui est ici ne m'intéresse pas. J'ai pas le goût, moi, de parler de 4 roues. J'ai pas le goût qu'il vienne me montrer son char. J'ai pas le goût qu'il me parle de son terrassement. J'ai pas le goût qu'il me parle de ses rénovations de maison. Je m'excuse. Puis c'est souvent aussi que l'humain normal, c'est pas l'affaire que c'est grave de parler de terrassement ou de rénovation, c'est qu'ils ont l'impression que ça t'intéresse, fait qu'après 5 minutes, ça vire en 10 minutes, ça vire en 20 minutes, ça fait une demi-heure qu'ils te parlent de ces rénovations, et il se rend pas compte que ça n'a pas de bon sens. Ça fait une demi-heure que tu jases rien que de ça. Même quelqu'un qui s'intéresserait à ça finirait par s'emmerder. Les gens, la majorité des gens sont pas capables de doser. Et ça, moi, ça... Tu viens que tu sais pas comment le dire sans blesser, donc t'as juste le goût de laisser aller et de trouver une façon de faire « Hey, bye, moi, je m'en vais. » Et souvent, moi, je suis rendu drastique, là, tu sais. Maintenant que j'en rencontre des gens parce que, justement, j'ai arrêté de consommer, ça me pousse à aller vers les humains. Mais quand je m'emmerde, c'est pas long, là.
non seulement quand je pars d'une rencontre où est-ce qu'il y a plusieurs humains que je connaissais pas, si vraiment il n'y a pas eu de connexion, il n'y a pas eu de chimie, en dedans de moi, je suis comme, vous me reverrez jamais, à moins qu'on se rencontre à l'épicerie. Parce que moi, j'ai une des forces que bien des humains ont pas, je suis en amour avec ma solitude. Un extrême à fuir, peut-être, mais ça reste quand même une méchante force comparé aux humains qui sont incapables de rester seuls. Moi, j'ai pas besoin de vous autres. C'est le fun de faire des belles rencontres. C'est superbe. J'en ai fait récemment. Et j'adore. Je me remercie et je remercie la vie, mais je me remercie surtout d'avoir fait des pas et d'aller vers l'inconfort, de risquer d'aller s'emmerder et boum, à un moment donné, tu tombes sur un humain que tu fais « Ah, wow! » Et d'ailleurs, une autre chose qui vient me chercher souvent, c'est quand... Je vais donner un exemple. Il y a souvent... On entend souvent des gens s'exprimer sur le fait que l'amitié gars-fille n'existe pas, ne peut pas exister. Il y en a toujours un des deux qui va avoir une certaine attirance. Ça peut être caché forever, mais il y a toujours une des deux personnes qui est là dans le but qu'un jour il se passe quelque chose, et je ne crois pas ça. Je dis pas que ça n'existe pas, l'espèce de relation inégale gars-fille. Mais moi, je pense que c'est possible d'avoir des amitiés, et j'ai une personne qui est rentrée dans ma vie, et moi, je sens que de ce côté-là, parfois, l'amitié va être beaucoup plus forte. C'est quand même de l'amour, hein? Il y a quand même une connexion, il y a quand même une chimie, mais c'est un amour différent que celui qui serait où est-ce que tu rentres le côté charnel, où est-ce que tu rentres le côté physique. C'est différent, mais moi, je suis persuadé, plus le temps avance, que les chances que cette relation-là perdure dans le temps est plus forte que de l'amour romantique. Et c'est une sorte d'amour qu'on ne devrait pas sous-estimer. Mais c'est important, par contre, d'être clair avec l'autre personne, de dire, écoute, moi je te vois comme un ami, il se passera jamais rien d'autre. Non, on connaît pas le futur. Il y a des gens qui ont été amis pendant 10 ans et boum, à un moment donné, sont devenus un couple et font 30 ans de couple. Donc, c'est pas de dire il se passera jamais rien entre nous deux, peu importe. C'est qu'au moment présent, moi, notre relation, ce que j'aime, c'est justement le fait qu'on n'aille pas vers le côté romantique. Pour moi, ça rajoute une force à cette relation-là. Le fait d'enlever ce côté-là. Le fait... Puis c'est important qu'il n'y ait pas trop d'ambiguïté, à mon avis. Et ça, moi, je trouve que c'est important d'être honnête et de ne pas jouer avec l'autre personne et de lui faire des accroires ou peu importe. Mais je reste avec l'idée que les relations d'amitié, les vraies, entre un gars et une fille, sont non seulement possibles, mais c'est souvent beaucoup plus fort qu'une relation de couple. Et pour y avoir goûté dans les dernières années avec pas beaucoup de filles, mais je vais dire là, deux filles. Deux filles dans ma vie, dont une qui a déjà été ma blonde avant et qui est devenue une super bonne amie. Puis c'est très très clair entre elle et moi que c'est fini. Et j'ai rencontré son nouveau chum et on soupe ensemble parfois. Donc on a une superbe relation. Le gars, il est pas jaloux du fait que j'ai... Mais je suis pas là à me vanter et à lâcher des tu sais, des fois, là, ouais, moi aussi, je l'ai connu, puis... Hein? Tu sais, des espèces de phrases qui vont mettre l'autre mal à l'aise. Non, on va pas là parce qu'on a on a un respect pour l'autre. Moi, je trouve qu'elle a rencontré un gars qui est vraiment un bel humain, et je le dis tout haut, et elle est contente pour moi dans ma vie si je rencontre aussi quelqu'un. Que ce soit d'ailleurs une fille pour être en couple ou pas. Et aussi, ben c'est ça, j'ai rencontré une autre fille qui depuis quelque temps, on se voit de temps en temps, et c'est une relation d'amitié, et le fait que je rencontre quelqu'un dans ma vie
pour être en couple, ben cette personne-là va être contente pour moi et ça va être la même chose dans son cas si elle rencontre aussi. Et même, je vais dire, raconte-moi-le, je suis intéressé. On, tu sais, et là, il y en a d'autres qui vont dire, c'est comme si c'était son ami gay. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Donc, d'accepter que ça puisse arriver et d'accepter aussi de se respecter soi-même, que si tu vois que ça blesse l'autre parce que l'autre, exemple, t'aime pour autre chose que de l'amitié et que ça la blesse, que toi, c'est ça que tu veux juste pour l'instant, ben c'est de le mettre clair. Mais je crois qu'à l'âge qu'on a, moi je suis dépassé 40 ans, je pense qu'on va accepter plus de dire, OK, garde, c'est cette relation-là qu'on a entre nous deux et c'est parfait comme ça. Ça a une super, ça a une très grande valeur, une relation d'amitié et ça va aller dans le temps plus loin, je pense, souvent, comme je disais, qu'une relation de couple. Et ça, de comprendre ça avec les années, moi, je prends, mettons, mon père. Mon père a énormément d'amis de filles, de femmes, de filles, de femmes. Ils font du canot ensemble. Il n'y a pas d'ambiguïté. Peut-être que plus qu'on vieillit, plus qu'on comprend ça. Le fait que c'est pas obligatoire que gars-fille, ok, gars-fille, c'est sûr qu'il faut qu'il se passe de quoi. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une attirance physique. Ben non. Et de comprendre ces choses-là, tranquillement, va briser justement le pattern de cerveau de se dire toujours, oh mon Dieu, l'attirance physique. Ben non. Et même si d'un côté ou de l'autre, il y en a une petite attirance physique, ne serait-ce que petite, mais éventuellement, si on est honnête avec nous, on va se dire, hey, sais-tu quoi? Il veut pas, elle veut pas. C'est à moi de choisir. Est-ce que ça me blesse, ce refus-là, ou ce choix-là de dire, moi, je ne veux pas ça, l'autre ne veut pas ça. Si vraiment je suis pas capable de vivre avec ça, mais je vais le dire à l'autre, écoute, on n'est pas sur la même longueur d'onde, je préférerais qu'on arrête de se voir. Puis si un jour, tu veux la même chose que moi, reviens me voir. Mais je trouve que parfois, on fait une erreur. C'est l'ego qui parle. C'est l'ego qui se sent rejeté. Ah mon Dieu, il n'y a pas d'attirance. Peu importe. C'est niaiseux pour moi, ça. Cette espèce de côté égoïste-là. Tu as peut-être perdu une belle amitié en te disant non, non. Ben, parfait. Parfait. Mais c'est à chacun de se respecter et de savoir dire oui, non, mais je reste avec l'idée que c'est beau un couple, c'est le fun de rencontrer une personne avec qui ça fit et avec qui on développe une relation romantique, mais je reste encore avec l'idée que l'amitié, c'est une des relations les plus fortes qui puissent exister. Et pour moi, souvent, dans la vie, ça va être quelque chose je vais remercier la vie quand ça arrive. Et je vais me remercier, moi, de me donner le droit de le faire. Et là, il y a une autre chose. Éventuellement, ben justement, je parle de mon ex-blonde, bon, qui a rencontré un chum. C'est important aussi de le mettre clair avec la personne qui devient une relation romantique, de dire, écoute, est-ce que tu as un problème au fait que j'ai, exemple, 2 bonnes amies de filles? Est-ce que ça te cause un problème? Et dans mon cas à moi, si la fille me dit oui, j'aime pas vraiment ça, je vais gentiment tout de suite lui dire ben ça marchera pas. Parce que justement, ces relations-là, c'est les plus belles relations de ma vie à date. Si toi t'arrives pour venir briser ça par jalousie ou parce que tu t'es fait trahir par des hommes avant moi et que t'as embarqué dans le pattern du fait que parce que t'as été trahi par d'autres, tu penses que tu vas l'être par moi, c'est à toi de cheminer ce bout-là. Mais moi, personnellement, me respectant, je vois ça tout de suite comme un red flag. Et c'est un des pires red flags. Tu veux que je t'appartienne, tu veux que je ne sois qu'à toi, tu veux que je sois ton animal, quasiment? C'est non. C'est non. Donc,
Ça aussi, c'est se respecter. Et ça aussi, ça brise certains patterns de cerveau. Et c'est ça qui va aussi briser tranquillement l'anxiété sociale qui est en nous. De dire, j'apprends à dire oui, j'apprends à dire non, j'apprends à accepter que l'amitié peut être aussi, sinon plus forte qu'une relation romantique. Donc voilà. Donc j'avais comme note anxiété sociale. Ah ouais! Développe, maudit épais! Ah! Me fait bien rire. Mais ça reste quand même que ce podcast-là, je m'étais donné la règle au départ de justement que ce soit imparfait. Moi, j'adore l'imparfait. L'imperfection. L'imperfection me charme. J'aime pas les podcasts ou, tu sais, les émissions justement très Radio-Canada que il y a 20 000 recherchistes, puis il y a 8 producteurs, puis là, ils lisent des feuilles. C'est littéralement ça. Ils lisent des feuilles qui ont été corrigées 8 fois. Moi, ça m'intéresse pas. Grand bien vous fasse, grand bien face aux gens qui adorent ça. Parfait. Mais c'est pas pour rien que les médias sont en train de planter. Ça manque de vulnérabilité, ça manque de vrai. Et moi, je m'étais donné le devoir de développer et de me tromper et de bafouiller et de dire des fois n'importe quoi, ce qui me sort de la tête, c'est ce que je fais et c'est pour ça que je n'ai pratiquement pas de notes. J'avais 2 mots aujourd'hui et j'ai développé là-dessus et là, j'étais à 40 minutes. Mais c'est ça que j'aime, c'est ça. Moi, c'est ça que je recherche dans les podcasts que j'écoute. De la vulnérabilité, du vrai. Et c'est pas tout à fait de l'improvisation. C'est pas tout à fait ça. C'est les idées pop dans ma tête et je les mets en mots. Et justement, ça me pratique à mettre des mots sur mes idées. Mettre les bons mots. Donc, si ça plaît à 3 personnes, à 20, à 40, parfait. De toute façon, je considère ce podcast-là comme un journal intime, mais en ligne. Et si ça touche des gens, tant mieux. Mais mon but, ça n'a jamais été de susciter des clics et d'avoir des centaines d'écoutes. Moi, je pense que, par contre, je pense que les gens, de plus en plus, c'est ça qu'ils vont rechercher. Ils quittent les médias traditionnels pour aller vers le vrai. Mais l'imperfection. Moi, l'imperfection, comme je disais, ça me charme et c'est ça que je vous livre. Et c'est ça que ça va être. Et c'est, même si j'ai d'autres projets éventuellement, il faut accepter l'imperfection. Arrêter de toujours couper les bouts où on bafouille, les bouts où on sacre, les bouts où il y a des anglicismes. L'important, c'est d'être vrai. C'est ça qui manque dans notre Québec, du vrai. Donc, c'est pour ça que je vais être porté à écouter des podcasts de des fois 2 heures de temps, pas de pub, où est-ce que on passe, il y a une personne en entrevue et il n'y a aucune coupure. Et c'est pas toujours parfait. Il y a des fois, là, tu fais, oh boy, celle-là, il l'a échappé, peu importe. Et là, tu as les haters. Il y en a. C'est ça que je disais récemment à un des podcasteurs que je connais. Je dis, écoute, j'ai dit des haters, on en a tous. Moi, je désactive les commentaires, donc je les vois pas. Et là, c'est sûr qu'il y a du monde qui se pousse quand il voit qu'il n'y a pas de commentaires et on ne me voit pas la face. Donc, c'est seulement audio sur YouTube. Bon, t'as moins de chances que ça pogne. Je m'en fous. Je m'en fous. Je le fais pour moi. Je le fais parce que c'est le fun. Et je pense que s'il y a 2, 3 nouvelles personnes de temps en temps qui tombent sur le podcast et qui font « Hey, c'est donc bien le fun, lui. Tu sais, il est le fun, puis ça vient me chercher, puis il y a des sujets parfois qui m'intéressent. Parfois, ça va arriver que il y a des sujets, quand je parle de la pandémie, peu importe, là, c'est pas tout le monde qui aime ça, puis je comprends, puis il n'y a pas de problème. J'accepte ça. Mais moi, de commencer à filtrer les commentaires, puis ah, t'es pas bon, tu veux même pas te montrer en face, t'es incognito, ah, c'est pas cool. Regarde, il n'y en a pas de commentaires. Allez commenter sur Éric Duhem, allez commenter sur Radio-Can. Quoique, il est désactive, eux autres aussi, les commentaires. J'ai vu ça sur YouTube, là. Le panel politique, là, tu peux pas commenter en bas. Mais je pense que ça va être une nouvelle mode, ça. Parce que 90% des commentaires, c'est du hate. C'est du monde qui se cache en arrière de leurs écrans. D'ailleurs, ils prennent le temps d'aller commenter de la haine. Tu sais, ces gens-là pourraient utiliser ce temps-là pour être proactifs dans leur propre vie. Fait que je comprends des fois les gens qui disent « Hey, trouve-toi une vie », tu sais, je veux dire.
Mais bon, c'est ça. C'est la nouvelle mode, là. Tu sais, les gens qui vont aller chier de la merde dans les commentaires. Fait que moi, je me suis dit, hey, ça me tente pas de dealer avec ça. Probablement que personne commenterait puisque j'ai pas beaucoup d'auditeurs. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Et le fait de désactiver les commentaires, ça fait en sorte qu'il y a bien du monde qui écoute pas le podcast. Et le fait aussi qu'il n'y ait pas de vidéo, ça fait qu'il y a des gens que ça les intéresse pas. Par contre, il y en a un de temps en temps qui va tomber dessus, qui va faire « Hey, sais-tu quoi? Moi, je vais écouter ça en char, je vais écouter ça en faisant la vaisselle, peu importe. Il est tranquille, c'est un gars qui parle, un gars qui jase. » Il y a des gens qui recherchent ça, et tant mieux si vous aimez ça, les petits nouveaux, parce que j'ai vu qu'il y a j'ai eu 2-3 abonnements là, récemment, que j'en ai aucune idée c'est qui. J'ai eu genre 8 likes. Il y en a qui vont dire 8 likes. Hey, bravo, sur mon dernier podcast. Et j'ai fait comme, attends un peu. Moi, je calcule. Bon, un pour mon père, un pour ma mère, un pour mon chum de gars. Ça fait 3. Ah, OK. C'est qui les autres? C'est qui s'abonne à cette chaîne-là qui fait hey, j'aime ça? Et là, j'ai vu les clics de plus parce que sur YouTube, c'est super bien organisé. Genre, on peut voir qui et combien de temps il écoute le podcast. Et je fais comme, il y en a qui l'écoutent que je connais pas. Mais même si c'est 1, 2, 3 personnes, je vous remercie. Merci d'être là. Merci de votre écoute. J'espère que vous appréciez. Je ferai jamais une scène avec ça. Et c'est pas le but. Et merci à l'algorithme YouTube d'aller chercher des gens que ça peut intéresser. J'en suis bien content. Et sur ce, je suis Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Au revoir.